Voilà, alors tout d'abord, comme moi, vous avez appris avec effroi l'audio-attentat qui a été perpétré ce matin au lycée Gambetta d'Arras. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a exactement 4 ans, à peu près jour pour jour, on recevait ici Olivier Jandot, professeur d'histoire et de géographie au lycée Gambetta d'Arras, et il nous a fait une conférence sur la façon dont nos ancêtres luttaient contre l'hiver. Et vous en souvenez peut-être, c'était une conférence qui avait été très appréciée. Alors bon, Olivier Jandot ne fait pas partie des victimes. Vous savez qu'il y a un collègue qui est décédé et il y a 2 autres qui sont blessés. Alors bien sûr, ce soir, je pense à mon collègue Olivier Jandot, et puis je pense à tous mes autres collègues du lycée Gambetta, puis aussi bien sûr à tous les élèves. Et en ces occasions, on se rend compte que nos valeurs humanistes sont très fragiles, et qu'il faut absolument les défendre. Alors, par hasard, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Sapori. Alors, Julien Sapori a fait une brillante carrière dans la police nationale, et il profite de sa retraite pour se livrer entièrement à sa passion de l'histoire. Alors, il est d'origine italienne, il est né à Trieste en Italie, il est franco-italien, et c'est un spécialiste de l'histoire de l'Italie contemporaine. Alors, vous vous souvenez qu'il nous a fait 2 conférences ici, alors d'abord sur l'intervention de l'armée italienne en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis la dernière, c'était en janvier dernier, sur les derniers jours de Mussolini. Donc c'est un très fin spécialiste du fascisme italien. Et Julien Sapori, il s'intéresse aussi à l'histoire littéraire. En ce moment, il travaille sur Barbey d'Ocquevilly. Et puis il s'est aussi beaucoup intéressé au grand humaniste qu'a été Victor Hugo. Donc ce soir, il va nous parler de Victor Hugo et du combat de Victor Hugo contre la peine de mort. Alors je le remercie beaucoup d'être venu une fois de plus. J'espère que c'est pas qu'on l'écoute pas, qu'on aura encore l'occasion de l'écouter ici à maintes reprises pour des prochaines conférences. Alors pour finir, n'oubliez pas que notre prochaine conférence c'est le 24 novembre, vendredi 24 novembre, et on recevra Robert Muchamblet, qui nous parlera d'Henri IV, mythe et réalité. Alors exceptionnellement, cette conférence, elle se déroulera dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Laon. Voilà, donc ne vous trompez pas d'endroit, mais j'aurai l'occasion de vous le rappeler. Voilà, alors je laisse la parole à Julien Sapori, puis je le remercie encore d'avoir accepté de venir. Merci. Merci, monsieur Thierry. Donc, vous venez de rappeler, effectivement, j'ai passé la journée en voiture pour venir ici, donc j'écoute depuis ce matin, depuis 11 heures, ce qui s'est passé à Arras. La dernière fois que j'étais ici, pour cette conférence sur les derniers jours de Mussolini, je vous avais expliqué que ma grande surprise, ce livre et cette conférence que j'avais préparée sur les 600 derniers jours de Mussolini était devenu soudainement d'actualité. Je ne l'avais pas du tout prévu, parce que à l'époque, Madame Giorgia Meloni, qui est l'héritière du post-fascisme, venait d'occuper donc la place qu'avait occupée Benito Mussolini en octobre 1922, c'est-à-dire président du Conseil des ministres. Voilà, j'avais été rattrapé par l'actualité, et aujourd'hui aussi, puisque aujourd'hui c'est un problème moral, philosophique, littéraire, mais c'est aussi un problème de droit pénal, qui se pose avec l'assassinat de cet enseignant à Arras. Et ma réflexion, trop près, trop loin. Voilà, c'est comme le paradoxe de Schopenhauer, pour le hérisson. Trop près, il se pique, trop loin, il meurt de froid. Bon, donc ça va là? Non, éloignez-le un peu. Encore? Oui, encore. Comme ça va mieux? Oui. Voilà. Et donc, se pose le problème
encore et toujours, et aujourd'hui il y a certainement dans les foyers des gens qui sont en train de s'engueuler là-dessus, sur le droit pénal par rapport aux criminels d'une manière générale, et plus particulièrement le problème de la peine de mort. Et donc, je suis particulièrement à l'aise parce que, justement, je voudrais essayer de vous démontrer que Victor Hugo a raison quand il s'attaque à la peine de mort, mais a tort quand il le fait sur le plan sentimental, sur le plan émotif. Parce que moi, je suis convaincu, bon, je vous mets à l'aise tout de suite, je suis radicalement opposé à la peine de mort dans tous les cas. Et l'objectif de chaque historien, c'est l'objectivité, mais en même temps, on ne peut pas lobotomiser les historiens, ils ont leurs opinions, et c'est normal qu'ils ne les masquent pas, qu'ils les assument. Donc je suis radicalement opposé à la peine de mort, mais je vais tâcher de vous démontrer que l'approche qui a été celui de Victor Hugo n'était pas le bon. C'est ça en quelque sorte la problématique que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, je vous disais que le sujet est devenu d'actualité depuis quelques heures, mais d'une certaine manière, en prenant un peu de recul, il est constamment d'actualité, puisqu'au moment où je vous parle, la plus grande partie de la population de cette planète vit dans des États où la peine de mort est toujours en vigueur. Par ailleurs, donc, en 2021, on a commémoré le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. La France était le dernier pays d'Europe, la dernière démocratie d'Europe occidentale à conserver la peine capitale. C'était un tournant dans l'histoire de la France, cette abolition. Et quand on procède à des sondages, à ma connaissance, le dernier il a été fait par Le Monde, le journal Le Monde, il y a 2 ans, on se rend compte que, grosso modo, le pourcentage de pour et de contre reste, depuis 40 ans, voire davantage, toujours le même, à savoir moitié-moitié. Je résume. Au moment où la peine de mort a été supprimée, il y avait, dans l'opinion publique française, un léger avantage pour ceux qui étaient favorables à la peine de mort. C'était, je crois, de l'ordre de 52-48. Aujourd'hui, ça s'est inversé, mais on ne peut pas dire que l'évolution soit vraiment significative. Grosso modo, c'est moitié-moitié. Donc, depuis longtemps, depuis peut-être même des générations, et les pics s'expliquent souvent en fonction de l'actualité, en fonction des crimes atroces qui sont commis et qui incitent à ce moment-là certaines personnes indécises à réclamer une plus grande sévérité. Alors, maintenant, revenons-en à Victor Hugo. Victor Hugo, donc, comme vous le savez, a changé d'opinion au cours de sa vie, ce qui n'est pas interdit, bien sûr, surtout que quand on voit l'histoire du 19e siècle, c'est extrêmement difficile de ne pas changer d'opinion. Le siècle de révolution, plus particulièrement en France. Donc, étant jeune, il était né, je vous rappelle, en 1802, étant ce siècle à 2 ans, comme il écrit, étant jeune, il était monarchiste et même légitimiste, et après, avec le temps, il évoluera, il deviendra un opposant de premier plan au Deuxième Empire, il partira en exil aux îles anglo-normandes. En ce moment, je pense que c'est la dernière phase de ma vie. Entre parenthèses, j'habite juste en face, c'est-à-dire dans le département de la Manche, et quand il fait beau, donc on voit très bien Jersey et Guernesey, à partir des côtes ouest de ce beau département. Et Victor Hugo aussi, voyez la France, mais
il souffrait de cet exil, de cette situation, mais il n'a pas changé d'un iota par rapport à Napoléon le Petit, comme il l'appelait. Et par la suite, il est devenu donc le chantre, si on peut dire, des républicains, le porte-drapeau de la République, et même de la République universelle. Il était très, très progressiste. Donc il a évolué politiquement, je répète, ce n'est pas une question d'opportunisme, pas du tout. S'il avait été un opportuniste, il ne se serait pas attaqué à Napoléon III. Il y a un point sur lequel il n'a jamais évolué, et ça c'est intéressant, c'est la peine de mort. Il a été d'emblée, si on peut dire, opposé à la peine capitale. Et ça fait de lui, et ceci fait de lui un cas assez particulier. Mais avant donc d'attaquer dans les bois durs, deux mots sur qu'est-ce que c'est la peine capitale et qu'est-ce que c'est plus particulièrement la guillotine. Parce que justement, Victor Hugo a écrit, je ne me rappelle plus à quelle occasion, les conférences, je les improvise, vous l'avez peut-être compris, il écrit, on a beau discuter de la peine de mort, quand on voit la guillotine, bon, il faut la voir, la guillotine, pas forcément voir une exécution capitale, mais au moins voir une guillotine pour pouvoir après se faire une opinion. La guillotine, c'est quelque chose d'absolument terrible, comme toutes les peines de mort sans exception, même si les Américains essayent depuis des décennies de les rendre les plus aseptisées possibles. Donc on va parler un peu de la guillotine, et je vais commencer par vous passer un petit film qui dure quelques secondes, qui n'a pas de son, et qui est un document donc extrêmement intéressant, parce que c'est le seul film documentaire qui représente une véritable exécution par la guillotine en France. Cette exécution qu'on va voir, l'image est mauvaise, est trouble, c'est extrêmement court, et remonte à 1939. Il s'agit de l'exécution de Weidmann, 31 ans, qui était donc guillotiné à Versailles le 17 juin 1939 pour 6 meurtres atroces qu'il avait commis. Attention, je ne cache pas l'image, non. La voilà. Donc, chemise blanche, il est allongé, on lui tire la tête pour bien la positionner, trac, la lame tombe et le corps est aussitôt poussé donc dans la corbeille. Je vous le repasse parce qu'elle est tellement courte. Donc il y a le bourreau et ses aides qui sont autour de lui. Généralement le bourreau lui-même, c'est un chef d'entreprise. Le bourreau en France n'a jamais été un fonctionnaire. C'est un chef d'entreprise qui passe un contrat avec l'administration. Lui, il est là pour surveiller, vérifier. Ce sont ses aides qui font tout le boulot. Donc on l'allonge, on lui met le cou dans la lunette, comme on dit. Ensuite, la lame tombe, et dès que la tête est séparée du corps, donc le corps est basculé immédiatement dans la caisse qui se trouve juste à côté et qui est remplie de sciure de bois pour des raisons que vous comprendrez très bien. Voilà donc. Il s'éloigne pour éviter les giclées de sang. Voilà. Voilà donc la guillotine. La guillotine est devenue le seul mode d'exécution en France depuis 1792. C'était, à l'époque, c'était considéré comme une avancée humanitaire de cette première
première phase de la Révolution française, qui n'était pas encore la phase terroriste. On voulait donc mettre fin à des souffrances trop longues, insupportables, qu'on infligeait aux condamnés, et on voulait aussi, peut-être surtout, faire en sorte que tout le monde soit exécuté de la même manière, les nobles comme les pauvres gens, parce que vous le savez, jusqu'à cette époque-là, sous l'Ancien Régime, donc le noble avait le droit d'être décapité, alors que les gueux, eux, étaient, je résume, étaient pendus, généralement. Mais bon, il y avait des exceptions. J'ai une autre conférence sur, je ne sais pas si je l'ai passé ici, je ne me rappelle pas, sur le fonctionnement de la justice sous l'Ancien Régime en Picardie plus particulièrement. Donc, depuis 1792, le code pénal français prévoit que, je cite, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Fin de la citation. On considère aussitôt après, pour ainsi dire, il y a la phase terroriste de la Révolution française, et les historiens estiment qu'il y a eu donc pendant 1 an et demi, 2 ans, 13 800 personnes qui ont été guillotinées en France, plus particulièrement, bien évidemment, à Paris, place de la Nation, les Carmélites de Compiègne, etc. etc. Donc là, vous avez un dessin très réaliste qui montre, en fait, c'est le film qu'on vient de voir, la guillotine n'a pas changé. Comme vous pouvez le constater, là vous avez la manette qui actionne le couteau, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui tombe d'une certaine hauteur de manière à prendre de l'élan. Le couteau lui-même est alourdi par des poids. Le système est extrêmement efficace et on considère qu'il n'y a jamais eu, comment dire, des ratés avec la guillotine, alors qu'il y avait eu des ratés avec, par exemple, la décapitation, c'est-à-dire que la hache, au lieu de tomber sur le cou, tombait sur l'épaule, il fallait recommencer, etc., etc. Et qu'aujourd'hui encore, donc, en 2024, aux États-Unis, il y a des ratés avec la chaise électrique. Voilà, et il faut recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les décharges ne suffisent pas, l'individu prend feu de son vivant, etc., etc. Avec la guillotine, il n'y a jamais eu de raté technique. Techniquement parlant, c'est un système extrêmement simple et d'une efficacité absolument remarquable. Bon, donc, la phase révolutionnaire passée, la guillotine reste le mode d'exécution en France. La Restauration conserve la guillotine, ne souhaite pas revenir en arrière dans ce domaine-là. Et donc, à partir de 1815-1816, tous les condamnés à mort sont exécutés en France par la guillotine. La majorité de ces condamnés à mort étaient des criminels de droit commun. Il y avait aussi, bien sûr, une minorité de condamnés pour des motifs politiques. Donc là, vous avez une représentation de Robespierre, bien évidemment décapité. Et donc là, on est sur la Restauration. Je vous parlais des condamnés politiques. Donc Charles X fait exécuter ou laisse exécuter, c'est plus précis. C'est pas le souverain qui condamne à mort, mais il dispose du droit de grâce, bien évidemment, qui n'a pas exercé en l'espèce. Donc il laisse exécuter les 4 sergents de la Rochelle. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, donc c'était des sergents, 4 sous-officiers donc d'un régiment d'infanterie basé à La Rochelle qui étaient républicains
et qui conspiraient contre le régime de la Restauration. Et donc ils n'étaient pas passés aux actes, ils conspiraient. Ils ont été condamnés à mort, exécutés rien que pour ça. Et donc Jacques-Olivier Bourdon, le grand historien de l'Empire, a sorti très récemment un livre là-dessus sur les 4 sergents de La Rochelle qui ont été exécutés en 1822, place de Grève à Paris pendant très longtemps. Donc tous les condamnés à mort étaient exécutés place de Grève. C'était déjà le cas sous l'Ancien Régime, et ce sera le cas aussi pour le protagoniste du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Alors, je vous ai parlé des condamnés à mort politique sous la Restauration, et la majorité, et bien évidemment, c'était des condamnés de droit commun. Ici, il y en a un qui est représenté, Jean-Charles Dautin. Pourquoi je l'ai choisi celui-ci? Parce que dans son roman, Victor Hugo raconte qu'à un certain moment, son héros, son protagoniste, se retrouve enfermé dans la cellule où il attend son exécution, et parmi les graffitis qui couvrent le mur de sa cellule, il y a le nom de Dautin. Dautin était un sous-lieutenant, donc, qui était pris par le vice du jeu, qui avait perdu des sommes importantes au jeu, et donc, après avoir sollicité tout le monde à lui et à Dia, il avait fini par tuer son frère et sa tante et les découper en morceaux. Il était guillotiné, lui, en 1815. Alors, dans les années 1820, donc, la guillotine, pas qu'à Paris, mais à Paris, c'était de loin la plus grande agglomération du royaume. C'est un spectacle, je ne veux pas dire quotidien, mais courant, surtout à Paris. En province, c'est un peu plus épisodique, bien évidemment. Hein. Mais ça faisait partie donc des spectacles, des grands spectacles qui attiraient les foules par milliers et milliers, jusque, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'affaire Weidmann. Je vais vous en parler, la dernière exécution publique qui a eu lieu en 1939. Ce spectacle, donc, a été banal en France et en Europe pendant des siècles, et c'est à l'époque des Lumières qu'on commence à s'interroger. Alors, le mérite en revient à ce monsieur Cesare Beccaria, un Italien qui a écrit ce livre dei delitti et delle peine, qui a été traduit immédiatement dans toutes les langues européennes, absolument toutes, y compris flamand, portugais, etc., qui a eu donc, c'est un best-seller extraordinaire qui a connu un très très grand succès. Donc Cesare Beccaria était vraiment, on peut dire, un enfant des Lumières, et lui, il était favorable à une réforme importante, radicale du code pénal. Il préconisait la suppression de la peine de mort, de la peine capitale, mais pas que. Il voulait d'une manière plus générale que la justice s'humanise. Il était vent debout contre la torture, par exemple. Contrairement à Victor Hugo, ses arguments étaient des arguments rationnels, les arguments d'un pénaliste. Moi, je m'inscris plutôt dans la lignée de Beccaria que de Victor Hugo. Donc, ce livre a été édité en 1764, comme je vous disais, et a reçu une première application 2 ans plus tard dans le Grand-Duché de Toscane, en Italie, c'est-à-dire l'actuelle Florence et sa région de Toscane, qui était donc le premier État européen à abolir la peine de mort sous l'influence de ce livre. Beccaria
ne s'apitoie pas sur le sort des condamnés à mort. Lui, il met en avant des arguments rationnels. Et voici par exemple ce qu'il écrit, un extrait de ce pamphlet. C'est Cesare Beccaria qui parle. Il me paraît absurde que les lois, qui sont l'expression de la volonté publique, qui détestent et punissent l'homicide, en commettent un elles-mêmes. Et que pour éloigner les citoyens de l'assassinat, elles ordonnent un assassinat public. L'argument me semble de poids. J'y reviendrai là-dessus. Ce n'est pas le seul, mais il me semble déjà très intéressant. Alors, comment la nouvelle génération, parce que Beccaria, les Lumières, 1764, bon, au moment de la Restauration, c'est déjà vieux. Hein. Comment donc les jeunes générations européennes, et plus particulièrement françaises, ont réagi par rapport à cette problématique? Bon, grosso modo, qu'en pensaient les romantiques français européens de la peine de mort? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais ils n'étaient pas spécialement sensibilisés à la problématique. Les romantiques étaient très sensibilisés à la mort en général, mais pas vraiment à la peine de mort. Il subissait, je ne sais pas si le terme est exact, ou il stimulait, ou il ressentait une véritable fascination pour la mort en général, fascination qui dans certains cas était absolument, je n'ai pas peur de le dire, morbide. Mais quand il s'agissait donc de savoir ce qu'il fallait faire, alors là, c'était le flottement. Il ne faut pas s'imaginer que Victor Hugo était très suivi sur ce sujet dans les années 1820-1830. Pas du tout même. Alors au lieu de vous énumérer tous les grands artistes, hommes de lettres, romantiques ou pas, à la rigueur, qui à cette époque étaient favorables à la peine de mort, je vous énumérer ceux qui étaient contre, parce que c'est beaucoup plus court. Chateaubriand, Lamennais, Lamartine. C'est à peu près tout. Tous les autres étaient plutôt favorables, qu'il s'agisse de Balzac, Alexandre Dumas. On peut se dire, Alexandre Dumas, lui, c'était républicain, et il a même fait le coup de fusil avec Garibaldi en 1861. Eh bien non, Alexandre Dumas, il disait oui, c'est pas bien la peine de mort, mais dans certaines circonstances, alors quand on commence à dire ça dans certaines circonstances, c'est la porte ouverte, parce que c'est toujours dans certaines circonstances. On n'a jamais condamné à mort, sous l'Ancien Régime, les contrebandiers ou les voleurs à la tire. Ces gens-là partaient au bagne, et Valjean n'a pas été condamné à mort pour le vol de la baguette de pain, ici, à Faverolles, dans le sud du département. J'ai une conférence là-dessus que je viens de présenter, monsieur Thierry, si ça vous intéresse, qui était le véritable Jean Valjean. Bon, donc, la peine de mort était réservée de toute manière aux cas les plus graves, les plus terribles. Et Alexandre Dumas dit oui, c'est pas bien, mais dans certains cas, qu'est-ce qu'il entend Alexandre Dumas par certains cas? Ben, comme il connaissait bien le sujet et la géographie, il a vécu lui-même, dit par exemple le midi de l'Italie. Là, il y a plein de brigands, il faut les décapiter. Bon, donc, vous voyez, finalement, Victor Hugo était relativement seul sur le sujet, quand en 1829 paraît le fameux pamphlet. Le pamphlet, c'est donc le dernier jour d'un condamné. Donc je ne l'ai pas mené parce que j'avais pris un stock, mais donc je l'ai publié. Je l'ai publié dans une collection que j'ai lancée il y a 3 ans et qui s'appelle Le Grand Classique décrypté.
pour le moment dans cette collection, ça dépend plus de l'éditeur que de moi, il n'y a que 2 livres. Donc le premier, donc, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et le deuxième, c'est Le rideau cramoisi de Barbé d'Aurevilly. Pourquoi j'ai lancé, parenthèse, cette collection? Je voudrais en faire des dizaines là-dessus, j'ai des idées tout azimut, et parce que je suis convaincu que la grande littérature française du XIXe siècle reste parfaitement lisible, parfaitement belle, parfois, souvent parfaitement d'actualité. Contrairement, par exemple, moi je suis bilingue français et italien, je peux vous dire que la langue italienne a évolué. Et l'italien du XIXe siècle a vieilli, a fortement vieilli. Je ne dis pas qu'il faut un traducteur pour lire Les fiancés de Manzoni, mais c'est quand même très désuet. Alors que les dialogues de Flaubert, de Balzac, etc., sont dans le français d'aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Sauf que le français d'aujourd'hui est moins riche, moins beau que le français de l'époque. Mais ça, c'est notre faute. Hein, d'accord? Mais ce qui a changé et qui nous empêche souvent de les apprécier parfaitement, ce livre, c'est le cas donc de Dernier jour de condamné de Victor Hugo, mais de beaucoup d'autres, c'est le contexte. Le contexte a complètement changé. Complètement. J'ai eu l'idée de cette collection en relisant le Père Goriot de Balzac. Et là, dans la première page, je dirais même dans les premières lignes, il y a 2 remarques qui paraissent complètement banales et qui m'ont interpellé. Il commence par décrire la maison Vauquer, d'accord, où se passera toute l'histoire. Et il dit donc qu'on y rentrait par une porte bâtarde. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent ce que c'est une porte bâtarde. Bon, peut-être que quelqu'un le sait, moi je avoue mon ignorance. Au moment où je l'ai relu, je ne savais pas ce que c'était une porte bâtarde. Il a fallu que je me documente pour le savoir. À l'époque, tout le monde le savait. Balzac n'avait pas besoin de faire une note en bas de page pour l'expliquer. C'était moins qu'une porte cochère, mais plus qu'une petite porte comme celle-là. C'était entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire la petite bourgeoisie menacée par prolétarisation, les personnages de Balzac qui vivent dans cette pension Vauquer. Et quelques lignes plus tard, Balzac dit à côté de cette porte bâtarde, il y avait une plaque pension Vauquer pour les 2 pensions bourgeoises, pour les 2 sexes et autres. Et autres. Point. Bon, on peut passer, se dire bon, mais si s'est donné la peine Balzac de l'écrire, c'est qu'il avait ses raisons. Et c'est quoi ces raisons? Je pense que maintenant que je vous en parle, peut-être que vous étiez posé, certains d'entre vous, la question auparavant, c'est que dans cette maison Vauquer apparaît pour la première fois un personnage central de la comédie humaine, à savoir Vautrin, lequel Vautrin est homosexuel. Eh oui, madame, vous ne le saviez pas. Non. Eh bien, si on n'explique pas aux lecteurs, ils ne peuvent pas le deviner, que s'agisse de la porte bâtarde ou de l'homosexualité de Vautrin. Il y a des allusions, mais bon, c'est pas si évident que ça. On ne pouvait pas, à l'époque, je ne dis pas parler de transsexuels, c'était impensable. On ne pouvait même pas évoquer prudemment l'homosexualité. Absolument impossible, totalement interdit. Et donc, Balzac a trouvé les moyens de le faire. Bon, donc, le livre de Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné,
vous pouvez le commander sur Internet, il se trouve partout, il n'y a pas de souci. Et je l'ai accompagné d'une préface, d'une conclusion, et d'annotations et commentaires tout le long du livre, ce qui fait que son volume, si on peut dire, a doublé. Et c'est indispensable si on veut véritablement comprendre comment et pourquoi Victor Hugo a écrit ce qu'il a écrit. Je dirais donc de mes commentaires la conférence que je vous fais aujourd'hui, au moins en partie, parce que sinon on en aurait pour des heures et des heures. Donc, en 1829, en 1829, Victor Hugo est jeune, il a 27 ans, mais il est déjà célèbre, il est stipendié par les rois, d'ailleurs, il touche une pension par les rois, il est très célèbre, et voilà. Et donc, il sort ce livre, et qui est donc, si on peut dire, la première pierre de son combat, qui durera plus d'un demi-siècle contre la peine de mort. Alors, pourquoi Victor Hugo s'est lancé dans ce combat où il y avait beaucoup de coups à prendre, beaucoup, parce que l'opinion publique à l'époque était quasiment unanime en faveur de la peine de mort, et pour un écrivain stipendié par le roi, lequel le roi, je vous le rappelle, avait le droit de grâce sur les exécutions capitales, ça pouvait éventuellement provoquer quelques soucis. Alors là, ça c'est un dessin de Victor Hugo. Vous savez qu'en plus d'être un homme de lettres, c'est un grand dessinateur, très, très, très suggestif. Alors là, on est obligé de faire quasiment de la psychanalyse, parce qu'apparemment, son combat contre la peine de mort a commencé très tôt, enfin, son combat. Sa sensibilité sur le sujet a commencé très tôt, puisqu'il racontera plus tard que, vous savez que son père était général de l'Empire, et donc il s'est trouvé à l'âge de 10 ans, Victor Hugo, en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, une guerre civile, une guerre absolument atroce, et à la suite de son père, et il raconte donc avoir assisté à Burgos au passage d'une charrette qui amenait un condamné à mort vers le lieu de l'exécution. Il n'a pas, sa mère l'a protégé, il n'a pas assisté à l'exécution elle-même, mais il a vu passer donc ce condamné sur sa charrette, et ça l'a traumatisé. Et 3-4 ans plus tard, c'est un préadolescent, préadolescent, 2 ou 3 ans plus tard, il se retrouve à Paris, et là il raconte qu'un jour il se promenait avec sa mère dans les rues de Paris, la main dans la main, et puis ils arrivent devant une affiche, et là, sa mère, en regardant cette affiche, a un mouvement de recul, parce que l'affiche annonce que le conspirateur de l'affaire Mallet, le général Mallet, venait d'être exécuté. Et ils avaient été condamnés à mort par un tribunal militaire, donc fusillés. Et parmi ces condamnés, une demi-douzaine, figurait le général Lauri. Or, le général Lauri, c'était un familier de la famille Hugo. Il était le parrain de Victor Hugo, et aussi, et peut-être surtout, l'amant de sa mère. D'accord? Le déclic pour son pamphlet « Les derniers jours d'un condamné » serait un fait divers.
Donc, un fait divers qui, à l'époque comme aujourd'hui, on était très férus de faits divers. Hein. Il y avait toute une littérature là-dessus, et les gens se passionnaient de ça. Donc, un certain Honoré Ulbach, qui a été guillotiné en septembre 1827. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tenté de violer une bergère, et il s'était défendu, et il avait poignardé et tué. Et ça, c'est la couverture d'un livre très populaire, mais il y a eu même des pièces de théâtre, etc. C'était très très populaire cet événement à l'époque. Et d'ailleurs, dans Les Misérables, au début, disons vers le milieu des Misérables, à un certain moment, on fait la connaissance de Marius. Marius donc abandonne le logis où il habitait, chez son grand-père, parce qu'ils se sont fâchés. Vous vous rappelez, le grand-père est un légitimiste pur et dur, et lui, Marius, est le fils d'un colonel de l'Empire, donc pour des raisons politiques, ils ne s'entendent pas du tout. Marius claque la porte et il s'en va vivre sa vie d'intellectuel désargenté. Un jour, il se balade dans des champs près de Paris, et là il retrouve des champs, j'insiste là-dessus, un passant, et il lui demande sa route parce qu'il est perdu, et l'autre lui donne les explications que Marius demande, et puis il lui dit oui, c'est ici que la bergère a été, la fameuse bergère d'Ivry, a été tuée par Ulbach. C'était l'actuel 13e arrondissement. Et dans les années 1820, le 13e arrondissement de Paris, c'était des champs dans lesquels il y avait des bergères avec des moutons. Ça fait bizarre hein, quand on se dit ça. Hein. Et quelqu'un a écrit là-dessus, oui, à l'époque, dans les années 1820, à Paris, non seulement il y avait des bergères, mais elles étaient même vertueuses. Hein. Voilà, oui, une autre époque. Hein. Voilà. Et donc, le livre en question apparaît et publié donc en 1829. Et voici donc la couverture de la première édition. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous interpelle, messieurs, dames? Regardez attentivement. Vous savez, c'est comme la lettre cachée de Sherlock Holmes. Les choses les plus évidentes, on ne les voit pas. Bien, bravo. Il n'y a pas le nom de l'auteur. Absolument. Bravo. Vous auriez retrouvé la lettre cachée de... vous aurez été aussi efficace que Sherlock Holmes. C'est bien. Et donc, l'éditeur, c'est Charles Gosselin, qui était l'éditeur de Romantique à l'époque. Balzac, Georges Sand, etc. Et il n'y a pas le nom de l'auteur. Il a été publié anonymement. Alors, on peut se dire, oui, il avait peur de la censure, voire pire. Hein? Baudelaire, Flaubert, Baudelaire avec le Fleur du Mal, Flaubert avec Madame Bovary, Barbé d'Aurevilly avec les Diaboliques ont eu affaire à la justice. Donc on peut se dire, prudence, je suis navré, mais je vais vous décevoir. Non, c'est pas ça. C'est une opération commerciale. C'est une opération commerciale. Et Victor Hugo est très clair là-dessus, puisque voici ce qu'il écrit à son cher éditeur. C'est Victor Hugo qui écrit. Je crois qu'il conviendrait, pour le succès de curiosité et d'intérêt, que le dernier jour d'un condamné parut sans nom d'auteur. On n'en saura pas moins que le livre est de moi, comme on a su que René, Werther, Adolphe, le voyage autour de ma chambre était de Chateaubriand, l'auteur de René, de Goethe, l'auteur de Werther, Benjamin
Benjamin Constant, Adolphe, Xavier de Maistre, qui était le frère de Joseph de Maistre, et pour Voyage autour de ma chambre. Tous ces livres donc avaient été publiés de manière anonyme. À l'époque, c'était courant. Et poursuit Victor Hugo. Quoique ces divers romans soient apparus sans nom d'auteur sur la couverture, remarquez du reste que les annonces, les journaux peuvent dire que le livre est de moi. Voilà, donc c'est extrêmement clair. Non, il ne craignait rien en réalité. Au point de vue, je veux dire, pénal, il ne craignait rien, il n'y avait aucun risque de ce côté-là. Mais il faut aussi se situer. Bon, j'ai eu une opération commerciale, j'étais peut-être un peu dur. Il faut aussi se situer dans l'esprit de l'époque. À l'époque, on inventait le roman historique. Voilà. Il y a des choses, voilà, c'est ça le problème de la contextualisation. Oui, il y avait des bergères dans les champs où se trouve aujourd'hui le 13e arrondissement. Oui. Eh bien, le roman historique a été inventé dans les années 1820, d'abord par un certain Walter Scott, et ensuite écossais, et puis tout le monde s'y est mis, mais c'était complètement nouveau. À l'époque, complètement nouveau. Les éditeurs, les lecteurs, tout le monde était un peu désarçonné et se demandait, mais jusqu'à quel point c'est vrai? Jusqu'à quel point c'est vrai? Et donc, l'idée géniale de Victor Hugo, c'est de faire croire qu'éventuellement, l'histoire en question pourrait être une histoire vraie. Alors, je vous rassure, on a rapidement compris que c'était Victor Hugo. Le livre a connu un grand succès et il y a eu très rapidement d'autres éditions qui ont suivi avec le nom de Victor Hugo et personne n'est venu embêter Victor Hugo. Hein. Alors, le livre lui-même, il débute par la fin. C'est une... il est très novateur dans ce livre. Moi j'étais stupéfait, je le suis encore à chaque fois que je le reprends dans les mains. Il bouleverse complètement tous les schémas auxquels ils étaient habitués à l'époque et auxquels on est habitué aujourd'hui encore. Moi je les trouve infiniment plus modernes, plus originales que Houellebecq. Il commence par l'accusé qui est condamné à mort. Avant, il n'y a rien. On ne sait rien de l'accusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu ce livre en fait? Oh. Oui, je ne vais pas faire un sondage, mais bon. Voilà. Monsieur Marival l'a lu, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et donc, le livre commence par la fin des débats au tribunal de Paris. Et donc la culpabilité du protagoniste n'est pas discutée. Il s'agit simplement de savoir s'il a tué avec ou sans préméditation. Parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, la préméditation, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait la différence à l'époque, comme aujourd'hui, entre meurtre et assassinat. Et bien évidemment, on est beaucoup plus sévère avec les assassins qu'avec tous les autres qui ont tué. Oui, ils ont tué, mais ils n'avaient pas prévu, programmé de le faire. Selon les cas, disons, la faute n'a pas de chance. Hein. Voilà, un cambriolage qui tourne mal, un braquage qui tourne mal, etc. Hein. Voilà. Et donc, tous les débats tournent autour de ça, uniquement, et puis finalement, le tribunal reconnaît la préméditation, donc le meurtre devient un assassinat, et à l'époque c'était extrêmement clair, parce que les juges avaient des capacités d'interprétation beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Assassinat, c'était automatiquement ou quasi automatiquement la peine de mort. Meurtre, c'était plutôt le bagne. Et donc il sait qu'il sera condamné à mort par guillotine. Mais on ne sait pas
convaincu d'avoir coupé le son. Excusez-moi, j'étais convaincu de l'avoir fait. Qu'est-ce que c'est cette négligence? Maud, s'il vous plaît, vérifiez. Il y a quelqu'un qui m'écoute là, mais c'est pas grave, je ne dis rien de compromettant. Et donc, non seulement on ne connaît pas les circonstances, on ne le dira jamais. On sait simplement que le tribunal a retenu la préméditation. Mais on ne sait pas qui il a tué, pourquoi, de quelle manière. On ne le saura jamais au cours du livre. Jamais. Et on ne sait même pas si la victime est un homme ou bien une femme. On ne sait pas si avant de la tuer, par exemple, de tuer la femme, éventuellement, il n'a pas essayé de la violer comme Hulbach. On ne sait rien. Silence complet de Victor Hugo là-dessus. Je reviendrai parce que c'est très important. Et aussi, et peut-être surtout, on ne sait rien de l'auteur. Rien. On ne sait pas son nom, son métier, sa situation sociale. Alors, en lisant entre les lignes, au fur et à mesure que le pamphlet avance, on devine. À un certain moment, on apprendra qu'il a une gamine, par exemple. Voilà, une fille. Hein. On en déduit aussi qu'il est plutôt lettré, puisque de temps en temps, il sort de mots en latin. C'est absolument tout. Hein. On ne saura jamais quel était son métier, pourquoi il a tué, qui il a tué et dans quelles circonstances. On ne le saura jamais. Et ça, c'est absolument génial. Quand je vous disais l'originalité de cette démarche de la part d'un écrivain, mais aujourd'hui encore, ce serait, les lecteurs ne l'accepteraient pas. Et à l'époque, toutes les critiques lui disaient, mais on reste sur sa fin, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, et sa victime, et ceci et cela. Eh bien non, Victor Hugo ne dit rien, il laisse tout le monde en haleine. C'est là qu'on voit à quel point c'était un très grand écrivain. Et donc il est condamné à mort, et selon la pratique de l'époque, donc, on l'enferme au Cabet, Kremlin-Bicêtre. Aujourd'hui on y soigne les cancéreux. Il n'existe plus rien de l'asile, de la prison du Kremlin-Bicêtre, absolument rien, tout a été rasé. Et ça, c'était la pratique à l'époque. Tous les condamnés à mort attendaient la validation, l'achèvement de la procédure, enfermés au Kremlin-Bicêtre. C'était pas très long, je vous disais quelques semaines, éventuellement un mois ou deux ou trois, pas plus. Aujourd'hui, aux États-Unis, on attend dans les couloirs de la mort pendant 10, 20, 30 ans. Donc à l'époque, la justice française était beaucoup plus efficace, il faut croire. Voilà, mon bureaucratique. Il attend, il est seul en cellule. Il faut dire que Victor Hugo, à chaque fois qu'il écrivait, il s'est documenté de manière remarquable pour décrire Jean Valjean à Faverolles et son vol de pain. Il est venu dans l'Aisne avec Juliette Drouet, vous le savez, il a parcouru les chemins vicinaux, il sait très bien à chaque fois de quoi il parle. Pour ce qui concerne les condamnés à mort, je ne sais pas s'il a assisté vraiment à une exécution capitale, mais en tout cas, il a été au Kremlin-Bicêtre, assisté au départ de Gagnard. Encore Jean Valjean. Il a visité les bagnes de Toulon. Il savait de quoi il parlait. Donc tout ce qu'il raconte, pour ce qui concerne donc la procédure dans ce livre, est parfaitement vrai. Il n'y a aucune erreur. Donc les condamnés à mort parisiens étaient enfermés au Kremlin-Bicêtre en attendant que la procédure aboutisse et en attendant éventuellement le droit de grâce du souverain. Ils avaient droit à une cellule où ils étaient seuls et ils étaient bien traités. Tout est relatif, évidemment. Aujourd'hui, on ne dirait pas la même chose, mais d'après les critères de l'époque, ils étaient bien traités, ils mangeaient très bien, ils mangeaient de véritables repas variés. On leur fournissait de quoi s'éclairer,
de quoi écrire, papier, stylo, etc. Ils étaient en train de franchir le miroir. Tout le monde en était conscient. Quelqu'un qui est condamné à mort impressionne. Voilà. La société à l'époque était très impressionnée par ce point de passage qui était constitué par la condamnation à mort. Hein. Et il décide d'écrire, donc dans sa cellule, il s'est fait donner donc plume et papier, et il écrit. Il écrit pour occuper son temps, et dans la solitude, et donc dans la fiction de ce pamphlet, on imagine donc que le livre que nous sommes en train de lire et qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné est le livre écrit par, non pas par Victor Hugo, mais par ce condamné qui attend son exécution dans sa cellule. Et c'est complètement absurde, mais c'est tellement bien raconté qu'on finit par y croire. Et puis donc, cette période se termine et la condamnation à mort est confirmée. On vient le chercher au Kremlin-Bicêtre pour l'amener place de Grève à Paris, où, comme je vous disais, toutes les condamnations à mort avaient lieu. La guillotine n'était pas en place de manière permanente. Et on l'a montée, l'a démontée, à chaque fois elle était conçue de manière, c'est un peu de l'IKEA, à pouvoir être montée, démontée très rapidement. Donc on la monte sur une charrette, vous remarquerez la coupe très particulière, qui me rappelle un peu la coupe actuellement à la mode chez les jeunes. Donc il se rase complètement sur le côté et il garde les cheveux juste sur le sommet du crâne. Là, c'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale. C'est-à-dire qu'on le rasait complètement derrière. On lui coupait aussi le col de la chemise. Ça, c'était les aides du bourreau qui faisaient ça. Et pour permettre à la lame de ne pas rencontrer une résistance quelconque. D'où donc cette coupe très particulière. Et donc on les monte sur une charrette, il y a systématiquement un curé à côté de lui qui fait ce qu'il peut. Dans le livre, on a affaire le protagoniste inconnu, mais je vous le rappelle, il n'est jamais nommé. Du pamphlet de Victor Hugo ne veut pas mourir avec le secours de l'Église, mais bon, le curé fait son boulot pour lequel il est payé à côté de lui jusqu'à la fin. Et donc, voici qu'il arrive donc sur la place de la Grève, auprès de l'échafaud. Parce que la guillotine était placée sur un échafaud, c'était un spectacle, c'était une scène, il fallait que les gens puissent voir. Rappelez-vous le petit film qu'on a vu au début, il n'y a pas d'échafaud là. Parce qu'on n'est plus dans la démarche, il faut que les gens voient. Au contraire, ça gêne, le public gêne. Mais bon, on respecte la tradition, les exécutions capitales sont publiques jusqu'à 1939, comme je vous l'ai dit, à cette occasion d'ailleurs. Il y a eu tellement de débordements dans la foule pour le petit film qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens, mais comme d'habitude, c'était pas nouveau, sont arrivés par milliers sur le lieu de l'exécution à Versailles, au demeurant, parce qu'il a été condamné à mort, Weidmann, oui, il était germanique. Et par le tribunal de Versailles, donc la guillotine était dressée à Versailles. Ils sont arrivés par milliers, ils ont investi les lieux publics, la place, les balcons, ils ont grimpé sur le toit pour avoir une bonne place. Ils sont arrivés au cours de la nuit
Et en attendant, ils chantaient, ils picolaient, ils étaient débraillés, ils mangeaient, il y avait des vendeurs de boissons qui se promenaient. Enfin bref, quoi. Un spectacle qui, en 1939, est considéré comme totalement honteux, dans le sens qu'il ne correspondait plus aux mœurs de l'époque, et c'est pour ça que après cette exécution, on avait déjà, comme je vous dis, éliminé la scène, c'est-à-dire l'échafaud. On a décidé que les exécutions ne seraient plus publiques, pour des raisons donc de moralité. Bon, et au moment où il monte sur l'échafaud, là, c'est toujours lui qui écrit. Comment fait-il pour écrire ça, vous me direz? Ben, parce qu'il il écrit qu'il a des déclarations à faire. Alors, manifestement, il n'avait pas de complice, parce qu'il y avait toujours cet espoir qu'au pied de la guillotine, au pied de la fourche, comme vous voulez, le condamné vide son sac et dénonce les complices. Là, en l'espèce, il n'y avait personne à dénoncer, puisqu'il paraît clair en lisant entre les lignes qu'il a commis cet assassinat tout seul, mais bon, n'empêche, il veut écrire, il faut faire des déclarations, que cela ne tienne. Donc, hop, on stoppe la procédure, et au grand dam du public, qui se sent privé de son spectacle, provisoirement, et on l'amène dans une petite pièce de l'hôtel de ville, oui, place de Grève à Paris, l'hôtel de ville, pareil, plume, papier, mais il n'a rien à écrire. Et il dit, en fait, moi, je veux quelques minutes de vie de plus, c'est tout. Il explique, et puis qui sait, peut-être que la grâce arrivera au galop, sauf qu'on n'est pas en Russie, on est en France. Vous savez que, par exemple, Dostoïevski avait été condamné à mort pour sa participation au mouvement des cabristes, et il a été gracié vraiment à la dernière minute. Ça se faisait couramment en Russie à l'époque, mais pas en France. Et la décision a été prise bien avant, elle était définitive. Et donc il est là, tout fébrile, et il écrit, voilà ce qu'il écrit, ce sont les dernières lignes de ce petit roman. Les juges et le bourreau sont sortis, on le laisse seul. Je suis seul avec 2 gendarmes, il ne compte pas les gendarmes. Ah, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène, parce qu'à l'extérieur, on attend la suite du spectacle. Qui sait si je ne leur échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, point de suspension, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte les escaliers. 4 heures. Le livre se termine comme ça. On comprend que cette fois-ci, on le prend et il est guillotiné, donc quelques minutes plus tard. Voilà. Le roman se termine de cette manière. On assiste presque à la mise à mort elle-même racontée par le condamné. Avouez que c'est un tour de force assez extraordinaire. Et moi, j'en connais pas d'autres dans l'histoire de la littérature mondiale. Et je vous répète, c'est là qu'on voit à quel point Victor Hugo était vraiment un génie pour nous faire croire l'invraisemblable, parce que c'est impossible qu'on en arrive jusqu'à écrire bien, en plus en bon français, avec les points de suspension, etc., jusqu'à quelques instants avant son exécution. C'est un artifice littéraire absolument extraordinaire. Alors, comme je vous disais, donc, le livre connaît un grand succès, et 5 ans plus tard, en 1834, Victor Hugo récidive. Et cette fois-ci, donc, il récidive avec un autre pamphlet sur lequel, donc, il met son nom. Cette fois-ci, c'est toujours l'histoire d'un détenu qui est condamné à mort. Toujours.
le précédent. Alain Decaux a écrit concernant Claude Gueux, telle qu'elle, la nouvelle apparaît beaucoup moins réussie que le dernier jour. Tel condamné, fin de la citation, je suis absolument d'accord avec lui. Dans les deux cas, il s'agit de deux petits livres, des copains des nouvelles, deux petits romans, pardon, et d'ailleurs souvent ils sont réunis, hein, ils sont vendus, accolés l'un à leur première partie, dernier jour d'un condamné, deuxième partie, Claude Gueux. Il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que Claude Gueux a réellement existé. Il s'appelait réellement comme ça. Il a été condamné à mort pour les faits qui sont décrits à peu près dans ces pamphlets. Sauf que au point de vue romanesque, comme disait Decaux, c'est moins bien réussi que les précédents, mais surtout au point de vue, comme vous voulez, historique ou journalistique, eh bien, Victor Hugo s'est permis de mentir du début à la fin. Alors, Claude Gueux, comme je vous le disais, c'est un personnage bien réel, et qui est décrit par Victor Hugo comme étant un vieux détenu de Clairvaux, la centrale de Clairvaux, analphabète, certes, mais sage, bon, pacifique, altruiste. Il a toutes les qualités. Incarcéré pour avoir volé du pain pour nourrir sa compagne et son fils. C'est Jean Valjean, hein? Voilà. Et qui était donc dans l'extrême pauvreté et incapable de se nourrir. Et une fois en prison, il se prend d'amitié pour un jeune, donc beaucoup plus jeune que lui. Je vous répète, pour Victor Hugo, Claude Gueux est un vieillard, un nommé Albin, que Claude Gueux prend sous sa protection et avec lequel il partage tous les jours son repas, c'est-à-dire qu'il donne la moitié de son repas à ce pauvre Albin qui n'est pas nourri convenablement par la méchante administration pénitentiaire. Et puis, le directeur de la prison, qui est une sorte de sadique, décide de les séparer. Et Claude Gueux l'implore de revenir sur sa décision, et puis finalement, donc, il tue un gardien de prison, et c'est pour cette raison donc qu'il est traduit devant le tribunal, et devant le tribunal, il se tient droit comme un digne, courageux, altruiste. C'est lui qui interpelle les juges et pas le contraire. Il leur fait la morale et il dit au juge: mais pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Et il meurt sur l'échafaud avec donc courage et dignité. Et ces derniers mots sont pour le prêtre qui l'accompagne, et il insiste auprès du prêtre jusqu'au dernier instant pour qu'il donne aux pauvres la pièce de 5 francs qu'il tient dans son poing, dans sa main. Le récit de Victor Hugo, Claude Gueux, se termine ainsi. Le 8e coup, c'est-à-dire le 8e coup de l'horloge, le 8e coup n'était pas encore sonné que cette noble, intelligente tête était tombée. Fin de la citation. C'est Christ sous la croix. D'accord? Hop là. Parfait. Donc, vous savez qu'à l'époque, les livres étaient souvent illustrés.
bien dommage qu'on ne le fasse plus. Voilà, donc la tête de Claude Gueux devant la lunette de la guillotine. Et en bas à droite, donc vous avez un extrait de Victor Hugo. Cette tête de l'homme du peuple, cultive-la. Il s'adresse aux enseignants, il y en a plein dans la salle, je suis certain. Cultive-la. Défrichez-la, etc., etc. Moralisez-la. Voilà. Et on n'aura pas besoin de la couper. Voilà, c'est ça, c'est Victor Hugo qui écrit dans son livre. Ah oui, tiens, je l'avais marqué. Cette tête d'homme du peuple, cultivez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper, etc. Hein. Oui, il était donc convaincu, Victor Hugo, que les écoles pouvaient remplacer l'échafaud, que la délinquance, la criminalité, c'était uniquement une question donc d'ignorance. S'il était à notre époque, il serait surpris et très certainement déçu de constater que les écoles et les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Hein. Ce lien qu'il faisait à l'époque a été nié par l'histoire. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le véritable Claude Gueux n'a rien à voir avec celui qui est décrit par Victor Hugo. Mais quand je vous dis rien, mais absolument rien, mis à part le nom et le fait qu'il ait tué un gardien de prison. Il s'avère donc que dans la réalité, Claude Gueux avait été condamné une première fois à l'âge de 19 ans pour avoir volé les économies d'un valet de ferme. Hein? Donc pas d'un homme d'affaires richissime, mais d'un valet de ferme. Il avait été incarcéré et à l'occasion de cette première incarcération, il avait essayé d'arracher les yeux de notre détenu. À l'issue de sa peine, qui fut relativement courte, il est libéré et puis presque aussitôt arrêté à nouveau pour le vol d'une jument. Et en prison, il fait la connaissance d'un jeune détenu, effectivement, Albin, à qui il impose par la violence une relation homosexuelle, dominatrice, et dont il dévore tous les jours la moitié du repas. Et le directeur de Clairvaux, informé de cette situation, afin de défendre cet Albin, décide de le séparer. Et Claude Gueux est très contrarié, parce que, comme c'est souvent le cas avec les criminels, les grands criminels, et il tient à son image de marque. Et donc, il s'exclame devant ses compagnons de cellule, il faut donc ici faire du boudin. Et, comme il l'avait annoncé, parce que les autres, complètement terrorisés par Claude Gueux, n'ont pas signalé ses propos à l'administration pénitentiaire, il agresse un gardien de prison qui n'était rien dans la décision de séparer les deux, c'est le directeur qui l'avait prise, et il lui défonce le crâne avec 5 coups de hache. Du boudin. Il a fait du boudin. Et au moment du procès, au lieu de tenir des considérations philosophiques, christiques, etc., il plastronne, il revendique fièrement son meurtre. Bien évidemment, l'histoire de la pièce de 5 francs pour les pauvres est complètement inventée. Voilà.
Alors, c'est assez décevant. C'est assez décevant. Et on ne peut pas éviter la question. Pourquoi, dans deux pamphlets contre la peine de mort, Victor Hugo écrit de manière si différente? Le premier grand succès, je vous rappelle, on ignore le crime, l'auteur, la victime. Le deuxième, on sait tout, mais tout est altéré, tout est transformé, il y a du mensonge du début à la fin. Pourquoi? Parce que Victor Hugo, comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, est tombé dans le piège de l'émotion. Et il a compris, il a parfaitement compris, parce que ce n'était pas un imbécile, que si on veut susciter la solidarité, l'empathie de l'opinion publique contre la peine de mort, il faut cacher, faire disparaître la victime et les circonstances, les raisons et les circonstances du crime. Parce que sinon, l'empathie ne jouera pas en faveur du condamné, mais en faveur de la victime. Aujourd'hui, on est en plein là-dedans, et depuis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et moi, quand je commençais mon métier, les marches blanches, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu la règle. À chaque fois qu'une victime qu'on considère à tort ou raison innocente, généralement ce sont vraiment des innocents, on fait une marche blanche. Parce que l'empathie se porte spontanément, naturellement, vers la gamine qui était violée, tuée, vers la femme qui était assassinée par son mari, vers voilà. Et à partir de là, c'est très difficile de se lever pour dire oui, mais bon, il faut être compréhensif et généreux vis-à-vis du meurtrier, de l'assassin, etc. Oui, c'est vrai, comme je ne sais pas si vous avez écouté les informations en fin de journée. Hein? Bon, il s'avère que le meurtrier de Arras, donc, fait partie d'une famille de Tchétchènes qui est arrivée en France en 2014, Tchétchènes musulmans, bien sûr, et qu'à l'époque, l'administration avait décidé de les expulser parce qu'ils n'avaient pas les papiers en règle. L'avion était déjà prêt à Roissy pour les ramener en Russie. Et puis il y a eu un mouvement d'opinion alimenté entre autres par Amnesty International et les partis communistes d'Ille-et-Vilaine qui s'est levé en disant mais ils n'ont rien fait, ils sont innocents, en plus les gamins ils sont scolarisés, tout va bien. Ils ont réussi donc à bloquer l'expulsion en suscitant de l'émotion auprès de l'opinion publique. Aujourd'hui, il s'avère donc qu'un des frères de l'assassin d'Arras est en prison pour terrorisme, déjà, d'accord, parce qu'il préparait un attentat terroriste et qu'il avait à proximité, on ne sait pas très bien encore quel était son rôle, et notre frère, lequel lui aussi était fiché S, c'est-à-dire soupçonné d'être un intégriste avec des sympathies pour le mouvement terroriste. Alors vous voyez que si on décide de jouer sous le plan de l'émotion en matière pénale, il ne faut pas se tromper. Victor Hugo, la première fois, ne s'est pas trompé. Et c'est à juste escient qu'il a décidé donc de tout occulter concernant l'auteur. On ne sait pas qui il était, on ne sait pas qui l'a tué, pourquoi, dans quelles circonstances. Pour le deuxième, pour Claude Gueux, là, problème, Claude Gueux était connu, on savait pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ment. On ment. Mensonge. Il a tout inventé, il a tout altéré, dans l'espoir que ça fonctionnerait
fonctionnera comme pour les livres précédents, c'est-à-dire qu'il parviendra à convaincre le lecteur que ce Claude Gueux est un personnage altruiste, généreux, fascinant, intelligent, cultivé, etc., etc., etc. Donc on peut se poser la question. Aujourd'hui, par rapport à Victor Hugo, je reste à Victor Hugo, ça n'a pas marché. Quand Victor Hugo est mort, il a eu en 1880, non, vous ne rappelez pas 83, merci. Donc on a fait 81 ans, et la peine de mort était toujours en vigueur en France, et elle est restée pendant quasiment un siècle. Donc on peut considérer qu'il a raté son combat. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il a raté parce qu'il a raconté n'importe quoi dans Claude Gueux, évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, là je change de registre, je m'interroge, est-ce que Victor Hugo a raté le combat de sa vie? C'est ça la question que je me pose. Il a perdu le combat pour la peine de mort, oui, c'est incontestable. Mais il a quand même réussi, grâce à, notamment aux Misérables, à faire avancer les choses, puisque il a vu, il a assisté de son vivant à une humanisation importante de la justice, comme il a souhaité. En 1832, on a supprimé l'amputation du poignet pour les parricides, d'accord? Donc ils étaient condamnés à mort et immédiatement avant de monter la guillotine, on leur coupait la main droite. Et comme ça se fait encore aujourd'hui dans certains pays musulmans. Et puis il a réussi aussi à améliorer la situation dans les bagnes, Toulon et Brest, et notamment à faire supprimer cette infâme chaîne de forçats, ces chaînes de forçats au pluriel qui traversaient la France en long et en large, qui est un spectacle absolument abominable. Donc voilà, bilan mitigé en ce qui concerne le combat de Victor Hugo pour une humanisation de la justice. Là, vous voyez donc le départ d'une chaîne de forçats. Hein. Au départ, ils étaient montés sur ces espèces de chars. Vous voyez, ils sont tous enchaînés, hein, les uns aux autres, parce qu'à l'extérieur du Cabet, il y avait la foule qui attendait. Hein. Parce que le départ était connu, il y avait environ, à partir du Kremlin Bicêtre, 2 chaînes par an. Ici, dans l'Aisne, en Picardie, on alimentait le bagne de Brest. Disons, grosso modo, au sud de la Loire, on alimentait les bagnes de Toulon. Le départ se faisait à des dates qui étaient connues, qui étaient fixées, et la foule était à l'extérieur, y compris les belles dames de la haute société en carrosse pour se repaître de ce spectacle absolument abominable. 1981, la France bascule parmi les abrogationnistes. Je vous l'avais dit dans l'introduction, à ce moment-là, la France est la seule démocratie d'Europe occidentale à conserver encore la peine de mort, même si elle devient de plus en plus rare. Il y avait des années sans exécution capitale. Et à chaque fois qu'il y avait une condamnation à mort, il y avait des polémiques. Oui, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on est sûr que l'affaire du pullover rouge, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il était coupable? Pas bon. Donc, en 1981, la France renonce à la peine de mort. Bon, là j'ai un problème technique. On va l'écouter directement sur mon ordinateur. Je ne peux plus faire mieux. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir. Il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments et les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de 3/4 de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'était le fameux débat de 1908 entre Jaurès et Barrès.
Donc la France est passée de l'autre côté du miroir. Et moi je vous dis, j'essaye de rester dans ce domaine très délicat, comme toujours quand il s'agit du code pénal. J'essaye de rester rationnel. Surtout ne vous imaginez pas que je suis vent debout contre Victor Hugo. J'ai un immense respect pour lui en tant qu'écrivain, mais même pour ses prises de position politiques. Et je suis d'accord, par exemple, quand il dit concernant la peine de mort, c'est Victor Hugo qui parle, elle n'est ni nécessaire ni utile. C'est ça qui me semble absolument essentiel et incontournable. Et il a raison de le dire. Alors, deux mots sur la situation dans le monde. Je n'ai pas de statistiques plus récentes, de toute manière, c'est d'une utilité bien relative, puisque le plus grand pourvoyeur de condamnés à mort de la planète est de loin derrière la Chine, ne publie pas de statistiques en matière. Donc on ne sait pas. Vraisemblablement plusieurs milliers par an. Je parle d'exécution, pas de condamnation. Vraisemblablement plusieurs milliers par an. En deuxième position, bon là il s'étalonne, mais grosso modo en deuxième position on a l'Iran. En troisième position l'Arabie Saoudite, comme vous voyez, ça ne diminue pas. Hein. Bon, c'est un peu à pic, je ne sais pas encore ce qui s'est passé exactement. Bon, bien évidemment, en 2023 c'est pas fini, mais même en 2022. Mais on ne peut pas dire que ça diminuait dans ces pays-là. En Irak, il y avait eu une augmentation importante. Bon, aux États-Unis, il y a environ la moitié des États, c'est-à-dire 24 sur 50, qui conservent la peine de mort. Il y a une chose qui interpelle tout de suite, celui qui regarde la carte des États-Unis, quels sont les États qui conservent la peine de mort, ça correspond, grosso modo, aux États esclavagistes. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez, mais on ne pourra pas me démentir, d'accord? Mais en diminution constante, quand même. Finalement, c'est vrai, objectivement, une vingtaine actuellement d'exécutions capitales par an. Ils ont augmenté un peu avec Trump. Pour un pays de 300 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup. Mais bon, il n'y a pas moyen aux États-Unis d'abroger la peine de mort parce que ce n'est pas du ressort du gouvernement fédéral. Et même si beaucoup de présidents, notamment les présidents démocrates, se déclarent opposés à la peine de mort, ils ne peuvent pas imposer au Texas, à la Louisiane, à la Floride, de l'abolir. Ce n'est pas possible. Les États-Unis sont véritablement une nation fédérale. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Donc, l'Europe occidentale, on en a parlé. En Russie, la peine de mort est toujours en vigueur, mais il y a un moratoire depuis une vingtaine d'années. Donc, de fait, il n'y en a plus depuis une vingtaine d'années. Au Japon, c'est un peu la situation des États-Unis, c'est-à-dire diminution constante, ça devient même très rare, mais ça existe toujours. En Inde, la peine de mort est toujours en vigueur, et même ces dernières années en augmentation. Donc les deux pays les plus peuplés du monde, Chine et Inde, pratiquent la peine de mort. D'une manière générale, si on veut essayer de résumer à l'extrême, on peut considérer qu'il y a, au point de vue géopolitique, deux grandes régions dans le monde où la peine de mort est toujours pratiquée. Donc ce sont les anciennes dictatures communistes d'Extrême-Orient, c'est-à-dire Chine, Corée du Nord, Vietnam. Oui, évidemment pour la Corée du Nord, on n'a pas de statistiques non plus, mais elle est pratiquée de manière très importante. Et puis l'autre zone
géopolitique extrêmement important, à savoir le monde arabo-musulman au sens large, parce que la Perse n'est pas un pays arabe, mais bon, donc grosso modo de la Mauritanie jusqu'au Pakistan, et la peine de mort est non seulement en vigueur, mais elle se porte bien. Donc voilà la situation dans le monde. Comme vous pouvez le constater, donc le sujet est toujours d'actualité, mais normalement c'est un sujet qui ne sera jamais plus d'actualité, ni en France, ni en Europe occidentale, puisque l'Union européenne, de ce point de vue, a verrouillé le dispositif, et il est impossible aujourd'hui pour un pays adhérent à l'Union européenne d'adopter ou de maintenir la peine de mort. Mais dans d'autres régions du monde, donc, c'est encore d'actualité. Paradoxalement, ça ne l'est pas du tout, j'ai difficilement à expliquer pourquoi, ni en Amérique latine, pratiquement, mis à part Cuba, tous les États ont renoncé à la peine de mort, ni même en Afrique noire. C'est assez difficile à comprendre. Donc ça c'est la situation, c'est un combat qui est toujours d'actualité. Et donc je terminerai là-dessus avec cette image d'une grande banalité qui représente donc, vous en avez des quantités, une charrette au moment de la terreur qui amène les condamnés à mort donc à la guillotine. Autour il y a des marchands d'eau, des limonadiers, des gamins. Bon, voilà. S'il y a vraiment quelque chose qui m'ébranle, parce que j'essaye d'avoir toujours un point de vue, comme je vous dis, objectif et rationnel sur cette problématique, mais ça ne passe pas. Personnellement, ça ne passe pas. Et là, je reviens à Victor Hugo et je terminerai là-dessus cette conférence. Donc, c'est tiré le dernier jour d'un condamné. Il y avait des cabarets dont les entressols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout plié de spectateurs. Des marchands de sang humaine criaient à toute tête « Qui veut des places ?» Voilà ce qu'il écrivait Victor Hugo. Et ça, je trouve que c'est encore plus insupportable que la guillotine elle-même, parce que finalement, le sang gicle. Et quand on rentre dans la police, on sait qu'on est armé, qu'on sera peut-être un jour amené à tirer. Ça ne m'est jamais arrivé, fort heureusement, mais bon. Et bon, si on le fait, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a toujours une alternative à la peine de mort, et ce spectacle de réjouissance de voyeurs, ce spectacle absolument morbide et abominable pour les gamins, moi je ne pense pas sincèrement qu'il puisse servir à réduire le taux de criminalité dans une société. Je pense au contraire qu'il amène plus un degré supplémentaire de dépravation des mœurs. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Si vous avez des questions, je suis Normalement, il y a une partie de la salle qui est favorable à la peine de mort. Hein. Statistiquement, hein. Mais le champignon n'est pas représentatif. Sans doute. C'est assez étrange parce que cette conférence, donc, je l'ai faite pour l'anniversaire, je l'ai faite de l'abolition, donc 2021, donc ça fait maintenant 3 ans que je la passe un peu partout. Jamais dans la salle, il y a eu quelqu'un qui m'a interpellé et qui m'a reproché d'être en faveur de l'abrogation de la peine de mort. Jamais. Alors qu'à chaque fois que j'ai fait une conférence sur Mussolini,
et que je rappelle quelles sont les racines politiques de Giorgia Meloni, il y a systématiquement quelqu'un qui me dit que je la dénigre, qu'elle est gentille, elle est mignonne, elle est gentille. Enfin bref, quoi. Mais bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut quand même, qui souhaite quand même me poser une question, non? Non, monsieur Marival? Non? Allez-y. Non, vous n'allez pas me compromettre. Est-ce que vous avez des précisions sur l'accueil réservé aux 2 livres de Victor Hugo? Et donc, le dernier jour d'un condamné a eu un succès extraordinaire. Et les critiques s'exerçaient au plan littéraire, pas tellement sur le fond. Et comme je vous le disais, on reprochait à Victor Hugo de ne rien dire, ni sur le criminel, ni sur la victime, ni sur les circonstances. Et du coup, il disait, mais on nous demande d'avoir de l'empathie pour ce garçon qui attend son exécution, mais on a du mal à avoir de l'empathie puisqu'on ne sait rien de lui. En réalité, il a réussi parfaitement. Et il a su parfaitement où il fallait s'arrêter dans la narration pour que ce sentiment d'empathie qui suscite, parce qu'il est réel, moi je le ressens aussi, ce sentiment d'empathie quand je lis ce livre, et pour savoir où il devait s'arrêter dans la narration pour ne pas révéler des choses qui auraient abîmé l'image de ce protagoniste, mais qui ne présente pas, contrairement à Claude Gueux, là, il s'est fourvoyé. Je regrette, pour me dire que je suis prétentieux de critiquer Victor Hugo, mais bon, avec Claude Gueux, il s'est fourvoyé. Il s'est vraiment fourvoyé. Et parce que c'est tellement énorme, tellement absurde, tellement mensonger ce qu'il dit, et surtout c'est tellement facile de le vérifier, c'est à la portée de tout le monde. Les actes du procès sont conservés, il y a eu de quantité d'articles à l'époque. Avec le dernier jour d'un condamné, par contre, il est dans la maîtrise parfaite. Et donc, oui, monsieur Marival. Oui, vous vouliez que je parle, là je parle. Donc, oui, là vous avez évoqué les 2 pamphlets, enfin, surtout le dernier jour d'un condamné, évidemment. Mais il y a une autre œuvre de Victor Hugo où il est question de la peine de mort, de la guillotine, c'est 93. Pourquoi vous ne l'avez pas intégré dans votre démonstration? Parce que j'aurais dû intégrer. Parce qu'il faut savoir s'arrêter à certains moments. Sinon j'allais faire une histoire de la peine de mort, c'était pas le but. Déjà la dernière partie, là, où avec les statistiques, etc., j'ai introduit une remarque sur la Russie, parce que la dernière conférence, quelqu'un m'a questionné, et la Russie, oui, voilà, la Russie, la prochaine conférence ferait... Je penserai à M. Marival, il faudra que je rajoute aussi. Mais bon, à ce moment-là, ça demande 4 heures au lieu de 2. Voilà, il y a déjà des gens qui s'en vont. Donc, non. Le livre, ces 2 livres me semblent vraiment très cohérents. Très cohérents, l'un et l'autre. D'ailleurs, comme je vous le disais, je n'arrive pas jusque-là, monsieur. Ils sont souvent publiés ensemble. J'ai trouvé que les critères étaient très bons. Je crois qu'il y a une question au fond de la salle. Juste une précision, je me permets de dire qu'en 1862, à Genève, on essaye de supprimer la peine de mort, et quelqu'un de Genève, dont j'oublie le nom parce que je ne l'ai pas mémorisé, écrit à Victor Hugo, parce qu'il est le représentant justement à l'époque des gens qui sont contre la peine de mort, et il répond par une lettre qui est célèbre, où il explique assez longuement toute sa démarche de toute sa vie. Voilà, 1862, sa démarche à Victor Hugo était très complète, c'est-à-dire qu'il additionnait tous les arguments. Parfois il est dans le registre de l'émotion, parfois il est dans le registre de la rationalité. Il a raison, il utilisait toutes les pièces à sa disposition. Il raconte aussi que dans sa jeunesse, il a entendu le cri d'une femme que l'on marque à l'épaule, oui, parce que c'était une grenouille, oui, et que ça l'a marqué, mais complètement. Quoi. Oui, et il paraît que c'est inspiré de cette expérience pour
l'épisode dans Les Misérables où Fantine est prise à partie par des bourgeois dans la rue et M. Madeleine arrive à son secours. Oui, oui. Et puis une dernière remarque que je me permets de faire, c'est que tout ça c'est en rapport avec l'école, parce que Victor Hugo c'est quelqu'un qui veut que l'école soit développée, c'est lui qui dit construisons des écoles, il n'y aura plus besoin de prison. Toutes ces choses-là sont dites, ce qui fait que c'est effectivement un grand homme. Oui, j'adhère entièrement, oui. Oui, oui. Voilà. Tout le monde s'est exprimé. Merci beaucoup.